Alors l'historien émérite va vous parler d'histoire internationale. Cette histoire-là, vous voyez, est au croisement d'une histoire locale, l'émigration des Béarnais en Espagne, qui était beaucoup en Aragon, mais aussi dans toute l'Espagne, et tout particulièrement, effectivement, en Andalousie. D'abord, les Hongrois, ils circulaient dans toute l'Espagne. Il y a une tradition, tout particulièrement au Lorrain, d'envoyer des fils de famille et du négoce à Cadix pour se former aux pratiques. Bon, le second volet de l'histoire, c'est l'aspect international. Et c'est vraiment, enfin, c'est plus exactement, on est au croisement de questions nationales et internationales. Les questions nationales, c'est le conflit des idées relatives au régime politique, les meilleurs, à l'issue de la Révolution et des guerres de la Révolution et de l'Empire. C'est le conflit entre le libéralisme et l'absolutisme. La réalité est en réalité beaucoup plus complexe que ça. C'est très simplifié. C'est très simplifié de le présenter ainsi. Mais bon, il vaut mieux le faire comme ça, hein, pour simplifier. Vous savez qu'à Bayonne, précisément, Napoléon avait convoqué Charles IV et Ferdinand VII, les avait contraints à abdiquer et avait installé sur le trône son frère, qui s'en était suivi une insurrection dont on peut dire en gros qu'elle était très populaire et qu'elle a rendu Ferdinand VII, le fils du roi qui devait hériter normalement, et l'a rendu populaire, disons, auprès de l'ensemble de la population espagnole, paysanne notamment. Et ensuite, vous connaissez l'échec des troupes napoléoniennes, qui a été assez lent finalement. Il y a eu peu de défaites à proprement parler, mais un reflux. Et ce qui fait que déjà en 1812, en Espagne, ce que l'on peut appeler les libéraux, parmi lesquels quelques-uns étaient appelés afrancesados, c'est-à-dire les francisés, c'est-à-dire ils étaient contre la monarchie de Joseph, mais ils étaient en fait relativement favorables aux quelques innovations que les troupes françaises avaient imposées. Et ces gens-là, qui sont donc nationalistes mais libéraux, avaient voté une constitution, hein, que quand la monarchie de Ferdinand VII est restaurée, ils arrivent à imposer au roi Ferdinand VII. Ils l'imposent malgré lui. Il est obligé de les accepter dans la phase de reconquête. Quand il revient définitivement au pouvoir en 1814, il donne un tour de vis et il impose son pouvoir absolu. Alors, c'est un peu difficile à dire dans le détail la différence entre le libéralisme et l'absolutisme. C'est pas aussi simple que ça. Par certains côtés, les paysans, on comprenait très bien la position des paysans en faveur de Ferdinand VII et des souverains absolutistes, ne serait-ce que parce que, pour simplifier, la bourgeoisie qui aspirait à prendre le pouvoir, avait, à côté de réformes politiques, introduit de nouveaux impôts et que les paysans sentaient de même que les fueros avaient été supprimés, ils sentaient les habitudes communautaires, les coutumes de partage des communaux, etc., ils les sentaient menacés, hein, par le nouveau pouvoir, ce qui était vrai. Hein. Et ils étaient attachés à ces pratiques communautaires rurales, et dans leur esprit, c'était lié à Ferdinand VII. Donc on comprend très bien cela. Et voilà donc que, disons, les cortes libérales, dominées par la bourgeoisie, on n'est pas du tout dans un système on est un système censitaire très serré, avait imposé une constitution que Ferdinand VII, d'abord contraint d'accepter, avait fini par, une fois bien installé au pouvoir, refuser. En 1820, un petit coup d'État d'un Asturien, Riego, impose de nouveau la constitution de 1808 au roi, et qui est, disons, plus ou moins contraint de l'accepter. Voilà au niveau national le conflit. Au niveau international, c'est la même chose. À la suite de la défaite de la France, révolutionnaire et napoléonienne, les États, les monarchies victorieuses
c'est-à-dire l'Autriche, la Prusse et la Russie, l'Angleterre se tenant un peu à l'écart, eh bien, créent ce qu'on a appelé couramment la Sainte Alliance. Ce n'était pas le nom officiel, hein, et on l'appelait comme ça. Et ils y invitent la France, il y a France de Louis XVIII y adhère, donc 4 États pour assurer le triomphe des nouvelles idées politiques au niveau international. Ils se réunissaient tous les ans. En 1822, un congrès était prévu à Vérone, en Italie, parce qu'on était préoccupé de l'action des Carbonari, l'action libérale, révolutionnaire, au sens où on entendait à l'époque, libérale, des Carbonari, une société secrète. C'est là-dessus qu'interviennent les affaires d'Espagne et que le roi Ferdinand VII est contraint d'accepter de nouveau la Constitution. Alors à ce moment-là, ce sont les affaires espagnoles qui viennent au premier plan. Et finalement, c'est un peu compliqué. La France sera chargée d'une intervention. C'est très compliqué parce qu'en réalité, c'est la Russie qui y tenait. L'Angleterre n'y tenait pas du tout. L'Autriche, voulant rester en position d'arbitre, hésitait. Et Louis XVIII, en fait, qui n'était pas si con que ça, et même son ministre Villèle, qui était le ministre de la réaction, c'est une période de réaction mobilière, à l'intérieur du règne de Louis XVIII, il n'était pas très chaud. En réalité, ils ont été un peu forcés par le ministre des Affaires étrangères qui précède Chateaubriand, et auquel Chateaubriand va succéder. Parce que justement, le ministre, pendant le congrès de Vérone, démissionne, et Chateaubriand prend la suite. On a souvent à lier le nom de Chateaubriand à cette expédition, parce qu'il a poussé la Chambre à décider, mais il n'en est pas à l'origine. Simplement, il tenait à, disons un peu pour la gloire de la France, parce que le gouvernement français tenait à ce que ce soit une opération purement française et pas tellement au nom de la Sainte Alliance. S'il s'agissait de restaurer un peu la gloire de la France après les défaites de 1815. Voilà, alors c'est une expédition qui a été une... Alors on lui donne le grand nom, les 100 000 soldats de Saint-Louis, parce que la Restauration, qui avait un grand besoin de légitimité, elle se raccroche au souverain célèbre Henri IV et Saint-Louis. Alors c'est l'armée de Saint-Louis qui débarquait, dont la mère Blanche de Castille était donc espagnole, enfin castillane. Et l'expédition n'a rencontré aucune difficulté parce que déjà, depuis 2-3 ans, des mouvements insurrectionnels pro-absolutistes s'étaient développés dans tout le nord de l'Espagne, de la Catalogne à la Galice. Donc quand ils traversent la Bidassoa, ils n'ont pas de difficulté. Les généraux espagnols qui avaient participé au coup d'État libéral, hein, ne font pas de résistance. La seule opération, ils arrivent, ils traversent l'Espagne, je le disais tout à l'heure par l'autoroute, mais elle n'existait pas encore. Ils traversent l'Espagne vite fait, et ils arrivent à Cadix. La prise du fort de Trocadéro à côté de Cadix a été le seul fait d'armes, parce que les Cortés s'étaient repliés à Cadix, ils avaient amené, disons, de force le roi Ferdinand VII. Donc Cadix était la dernière place forte à conquérir pour... Voilà, la ville a été prise, les Cortés vaincus, le pouvoir de Ferdinand VII restauré, et une répression féroce s'abat malgré l'armée française, qui avait cherché à une modération. Dernier détail, l'armée française est commandée par le neveu, petit-neveu lointain de Louis XVIII, c'est-à-dire duc d'Angoulême, le fils du futur Louis-Philippe, c'est-à-dire de la branche régicide des Bourbons, enfin des Orléans si vous voulez. C'était donc lui-même, Louis Orléans n'était pas un absolutiste fortuné. Voilà en gros l'expédition. Dernier commentaire à faire. Les Français vivant en Espagne avaient été assez gênés aux entournures, pour ne pas dire plus que ça, par l'affaire de 1808 et l'insurrection espagnole. Beaucoup avaient préféré, je pense avec raison, se désolidariser de l'entreprise napoléonienne, faire savoir que, bon, ils avaient leur travail, leur vie en Espagne, ça ne les regardait pas. Ici, l'affaire qui a été pourtant menée avec quelques généraux napoléoniens de l'armée impériale, mais l'affaire n'avait guère d'importance et l'intervention française, pour les uns, elle pèse
C'est une affaire, petite intervention dans les affaires espagnoles qui se serait peut-être réglée sans cette expédition française, très certainement, puisqu'il y avait déjà un soulèvement contre le gouvernement libéral. Ça n'a pas eu le même impact sur les Français immigrés en Espagne que n'avait eu la guerre, la prise de pouvoir de Joseph en 1808.